Direction l'Afrique. Le journal de la Défense vous emmène ce mois-ci en plein désert, au cœur de l'opération Barkhane. Pour commencer, nous irons à N'Djamena, où sont planifiées toutes les actions. Nous verrons l'importance de la logistique et des transmissions pour accomplir les nombreuses missions confiées aux forces de Barkhane. Parmi elles, le détachement air de la base de Kosseï avec son escadron Rafale. Nous nous envolerons ensuite au Niger, découvrir les drones indispensables aux forces pour gérer une zone d'opération aussi étendue. Enfin, nous suivrons sur le terrain au Mali l'opération Piana, symbole de la coopération avec les forces armées maliennes. Dans la chaleur et la poussière, nous partagerons avec les hommes leur quotidien sur le terrain. Depuis combien de temps il n'y a pas eu d'attaque de bandits dans le coin? 3000 hommes répartis sur 5 États et conduits par un poste de commandement unique. L'opération Barkhane, lancée le 1er août 2014, marque un nouveau départ pour les forces françaises dans la région du Sahel. L'opération Serval, menée au Mali de janvier 2013 à juillet 2014, a porté un véritable coup dur à la mouvance terroriste. Elle a permis le démantèlement de la base d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, la neutralisation de 600 terroristes et la saisie de 200 tonnes de munitions. Mais la menace est toujours présente et impose aujourd'hui aux forces françaises une nouvelle stratégie pour éradiquer définitivement les groupes armés terroristes. Barkhane est une opération régionale, en coopération avec les pays membres du G5 Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, et avec l'appui d'autres pays partenaires de la région, comme par exemple le Sénégal. Ce qui est très spécifique à l'opération Barkhane, c'est sa régionalisation. C'est quelque chose de complètement inédit pour nos forces armées. Jusqu'à présent, on avait l'habitude d'adopter le principe suivant: un pays, une crise, un théâtre d'opération. Et pour la première fois depuis plusieurs décennies, eh bien, c'est un même théâtre d'opération sur plusieurs pays. Cette réponse régionale, elle vient des pays eux-mêmes. C'est eux qui ont pris conscience qu'ils avaient à lutter ensemble contre des menaces qu'ils partageaient. La deuxième chose de la régionalisation, c'est qu'on s'aperçoit que les zones transfrontalières sont des zones conflictuelles, parce que c'est là où les terroristes, qui ne respectent pas les frontières, s'en jouent même, bénéficient d'un non-droit de poursuite d'un pays vis-à-vis de l'autre et donc installent des zones grises. Pour atteindre ces objectifs et éradiquer définitivement la menace terroriste dans la bande sahélo-saharienne, Barkhane effectue plusieurs types de missions. Les opérations coup de poing et le harcèlement constant des groupes armés terroristes. Quant aux missions menées conjointement avec les forces armées du G5 Sahel et les forces des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, elles doivent rétablir les armées nationales dans leurs premières fonctions, assurer la sécurité de leur territoire. La zone d'action de Barkhane représente 9 fois la France, un espace immense à l'échelle de l'Europe. Pour s'approvisionner, les forces s'appuient sur 3 ports, Dakar, Abidjan et Douala, et utilisent 2 aéroports, un à N'Djamena et un à Niamey. Pour faire face aux distances, les convois terrestres et aériens permettent la circulation des hommes, du matériel et le basculement des forces d'une base à une autre selon les besoins. Pour gérer au mieux son immensité, la zone d'action est divisée en 2 fuseaux, un est et un ouest. Des troupes sont présentes à N'Djamena et à Gao.
Barkhane est une opération interarmée qui s'appuie sur 2 bases aériennes, l'une au Tchad et l'autre au Niger, à Niamey, où se situe aussi un escadron drone. Pour parfaitement contrôler la zone d'action, les forces se déploient sur des bases avancées temporaires au Nord Mali, Nord Niger et au Tchad. Direction N'Djamena pour découvrir le cœur de Barkhane, son poste de commandement. Aujourd'hui, le camp de Kosseil est le point d'appui des forces de Barkhane stationnées dans le fuseau Est. C'est aussi ici que se situe le poste de commandement interarmé de théâtre, le PCIAT, point névralgique de l'opération. C'est un PC interarmé de théâtre. Interarmé puisqu'il y a aussi bien des aviateurs, des terriens, quelques marins, même si dans notre aire d'opération, il n'y a pas de mer ou de côte à proximité. De théâtre, puisqu'il traite les opérations de Barkhane sur toute la zone d'action de Barkhane, sur l'ensemble des pays du G5 Sahel. Il est organisé en bureaux spécialisés, chacun apportant son expertise. Nous avons ici le J2, le bureau qui est en charge d'acquérir le renseignement sur nos ennemis potentiels. Le J3, le bureau qui conçoit les opérations. Le J4, qui est le bureau en charge de la logistique. Le J5, c'est le bureau qui conçoit la manœuvre future, la manœuvre à 2, 3, 4 mois. Quel est l'avenir, quelles sont les opérations futures. Le J6, le bureau en charge des transmission et des moyens d'information. Nous retrouvons la même problématique que pour la logistique avec un espace aussi vaste. Les postes radio VHF ne suffisent pas à avoir la liaison, nous appuyons sur des maillages satellitaires. Nous avons besoin d'avoir la liaison depuis N'Djamena avec les éléments qui sont au nord du Mali. Nous avons des moyens informatiques qui nous permettent de communiquer 24 heures sur 24 via des chats, l'équivalent de ce que nous utilisons sur nos moyens civils d'Internet, mais la militariser, crypter, sécuriser, où nous pouvons échanger ces informations en permanence, en toute sécurité. Le J7, le bureau en charge de l'exploitation du rétex et de la liaison de l'assistance militaire avec nos partenaires. Et volontairement, vous les voyez réunis sur ce panneau parce qu'aucun des bureaux, j'allais dire, ne peut faire son action seul sans le travail avec les autres. C'est cette synergie des expertises qui permet d'obtenir l'efficacité opérationnelle. Barkhane, ce sont donc des milliers de kilomètres que doivent affronter chaque jour les forces. Sur de telles distances, la logistique et le soutien opérationnel sont décisifs, d'autant plus que l'environnement est épuisant pour le matériel comme pour les hommes. Je suis à la tête de 46 maintenanciers, dont 4 tchadiens. Là, le matériel que l'on soutient revient notamment de Sangaris, dans un état assez compliqué, forcément, avec le climat, le sable. Le matériel revient vraiment dans un sale état. Et là, on reprend tout le parc qui est arrivé et on est en train de le remettre à neuf pour qu'il puisse repartir sur une nouvelle mission. Chaque convoi logistique est une opération à part entière, au sein de laquelle le service des essences des armées est indispensable. Avoir une vision nette de la réalité des missions sur le terrain, suivre les unités au plus près et adapter les dispositifs en fonction des besoins. Le centre opération interarmée doit être réactif 24 heures sur 24. Toutes les informations sont analysées et mises en commun pour conduire au mieux les opérations qui se déroulent à des milliers de kilomètres. L'idée pour nous, c'est de fournir une image claire de ce qui se passe sur le terrain. On reçoit tous les comptes rendus des différentes unités. Et grâce à ces comptes rendus, on peut donner une situation en temps réel, soit directement au général s'il y a des choix à faire, soit en permanence au chef du CO qui, lui, doit se tenir à jour en permanence. Mon rôle principal, c'est de conseiller et de coordonner l'utilisation des moyens aériens sur les opérations terrestres. Alors nous répondons essentiellement à un besoin des GTD. C'est-à-dire qu'au sein des GTD, il y a ce qu'on appelle des FAC, des Forward Air Controllers, qui ont besoin d'appui aérien. Les difficultés spécifiques du théâtre de Barkhane sont les élongations. Tout est très long. Les pilotes font des missions qui sont particulièrement denses, et ce qui induit des repos physiologiques pour ne pas les mettre en danger. Donc nous, on essaye d'optimiser un petit peu l'utilisation des moyens aériens pour que tout le monde puisse être servi. Les documents pour la mission aujourd'hui, on a la carte des pétroles, dans laquelle on retrouve tous les éléments de la mission. Avec leur mission de reconnaissance et d'appui des troupes au sol, les chasseurs du détachement air ont un rôle clé dans les actions menées par la force Barkhane. 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, 24 heures, 25 heures, 26 heures, 27 heures, 28 heures, 29 heures, 30 heures, 31 heures, 32 heures, 33 heures, 34 heures, 35 heures, 36 heures, 37 heures, 38 heures, 39 heures, 40 heures, 41 heures, 42 heures, 43 heures, 44 heures, 45 heures, 46 heures, 47 heures, 48 heures, 49 heures, 50 heures, 51 heures, 52 heures, 53 heures, 54 heures, 55 heures, 56 heures, 57 heures, 58 heures, 59 heures, 60 heures, 61 heures, 62 he
Ces missions de reconnaissance sont importantes car elles permettent la prise de vue de points d'intérêt, que ce soit des caches d'armes, des zones de rassemblement de groupes armés terroristes, des locaux qui ont un intérêt particulier pour la progression de l'ensemble de la mission Barkhane. On est en appui des troupes au sol. Le fait que les gens au sol nous entendent, ça dissuade certainement l'attaque de nos troupes amies qui, eux, progressent vers l'ennemi. Donc ça a vraiment un effet dissuasif par le simple fait qu'on nous entende. Les bases de N'Djamena et de Niamey regroupent les deux plots chasse du dispositif. Nous remplissons tous les deux la mission d'appui des troupes au sol. Donc aussi bien les Mirage 2000D que les Rafales sont capables de le faire. Ce qui nous différencie, c'est que sur le Rafale, nous pouvons également faire des missions de reconnaissance, ce que le détachement Niamey par ses Mirage 2000D n'est pas capable de faire. En revanche, il y a des drones sur le site de Niamey qui nous permettent d'avoir cette fonction de reconnaissance. Donc le site de Niamey et le site de N'Djamena sont complémentaires dans le cadre de l'opération de Barkhane. Les drones Reaper et Harfang de l'escadron 133 Belfort, présent à Niamey, mènent leur mission dans toute la zone d'action de Barkhane. C'est un avion comme les autres, qui est piloté par du personnel navigant depuis un cockpit, via des liaisons hertziennes, qu'elles soient à vue ou par satellite. Ces systèmes permettent d'occuper l'espace aérien. Donc on passe d'une mission en moyenne d'un avion de chasse qui est autour de 4 heures à une mission de drone où le drone sera en vol pendant 24 heures, dont une durée utile sur zone d'environ 18 heures. Grâce à cette capacité de surveillance en temps réel, on va pouvoir réaliser tout le spectre des missions. Donc c'est du renseignement avant action, c'est-à-dire qu'on prépare les opérations en faisant des opérations de surveillance de manière à cartographier les habitudes des adversaires, du travail de ciblage où on va surveiller une cible et son environnement en vue soit d'une frappe aérienne, soit d'une action menée par les commandos. Et ensuite on mène des actions en appui d'une force, c'est-à-dire une troupe, un groupe de combat, un convoi qui va se déployer, on va reconnaître, éclairer son itinéraire et renseigner en permanence les gens qui sont dans le convoi d'une part, mais également les gens qui sont en conduite dans les centres d'opération d'autre part, pour qu'ils aient la vision au-dessus de la zone et pour pouvoir anticiper. La base de Niamey est un pivot logistique dont les infrastructures sont en pleine montée en puissance. Le but est de pouvoir traiter au mieux le fret et les prochaines relèves. Niamey est une zone de transit terrestre et aérien où passent tous les combattants et le matériel déployé dans le fuseau ouest. Pour rejoindre Gao et les bases avancées du Nord Mali, les convois, qui sont sous-traités par des entreprises locales, permettent le transfert de centaines de tonnes de matériel. Suivons le mouvement et prenons la route pour le Mali, où nous retrouvons l'opération Piana. Opération conjointe entre la force Barkhane, l'armée malienne et la MINUSMA, Piana doit maintenir la pression contre les groupes armés terroristes dans la région du Gourma. C'est également l'occasion pour les forces maliennes, leaders dans cette opération, de renforcer leur présence et de renouer avec la population dans cette région du Mali. Pendant 7 jours, les 200 soldats français qui participent à l'opération Piana ont pour mission d'aider et d'appuyer les forces maliennes dans leurs actions. Voilà, pour vous, notre salam alaikum. Chaque fois qu'on arrivait dans un village, les FAMA donnaient quelques cadeaux. Donc ils avaient en réserve du tabac, des dattes. Ils donnaient à chaque fois au chef du village quand ils arrivaient dans un village, donc en signe de cadeau, de bienvenue. En nous fournissant les renseignements. Donc c'est pourquoi nous sommes là ensemble. Alors pour passer vous voir, prendre contact avec vous et échanger
Donc ensuite, on procédait à quelques questions d'usage, si tout se passait bien, s'il n'y avait pas de problème de sécurité. Et il s'agissait pour moi de présenter, de mettre en avant le commandant d'unité FAMA pour bien insister auprès de la population si jamais il se passait quelque chose. Donc voilà, c'était auprès des forces armées maliennes qu'il fallait se référer et qu'il fallait appeler en cas de problème. Euh, 900 mètres quand même, le plateau juste au bas des... Aujourd'hui, le point particulier, c'est qu'on a un point d'intérêt à reconnaître. Donc ce point d'intérêt, il sera fouillé par un groupe génie en appui des FAMA et en appui de nos éléments à nous. Le point particulier, c'est qu'ici, ce sont des points d'intérêt qui nous sont donnés par du renseignement et qui sont identifiés comme étant des endroits possibles, comme étant des caches d'armes ou autre chose pour les groupes que nous recherchons. Un quart de tour sur la droite. Alors pour les points particuliers, ça peut être très aléatoire, je dirais. Donc dans un paysage comme celui-ci, je penserais plutôt pour des arbres qui sont vraiment au milieu d'un découvert. Donc un arbre qui est beaucoup plus saillant dans le paysage pour que les terroristes aient un point de repère facile, y compris de nuit. C'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, recherche infructueuse, je dirais, puisque rien n'a été décelé. Je pense que la prochaine fois, on aura plus de chance. Ce n'est que partie remise pour le génie, qui a encore beaucoup de travail dans cette région instable, où les caches d'armes sont toujours présentes. Au-delà des opérations de fouille, les actions de Piana permettent aux forces armées maliennes de reprendre contact avec la population et d'établir un lien de confiance pour lutter ensemble contre les groupes terroristes. On est en appui des FAMA, donc c'est-à-dire qu'on suit leur progression, on veille à leur sécurité et on veille à ce que toute la manip se déroule bien, de manière à pouvoir leur venir en aide si jamais la situation se dégradait. Alors quand on arrive sur un village, donc on a les forces armées maliennes qui d'abord prennent position pour prendre contact parce que c'est eux qui sont leaders sur les opérations comme celle-ci. Et ensuite nous on vient derrière dans un deuxième rideau pour assurer une protection autour du village et pour pouvoir leur venir en aide si jamais il y a un problème qui se pose. C'est différent à chaque village. Donc un village, ça peut très bien se passer, il peut y avoir d'emblée un très bon contact. Dans d'autres villages, il faut y aller plus tranquillement. On appuie des FAMA et vous 10 sur ordre, vous effectuerez des coups de sonde de part et d'autre, donc toujours autour de... Donc ce soir, tout l'escadron s'est installé en BOA, donc dans une zone assez propre et facile d'installation. Et tous les pelotons de combat sont installés autour pour sécuriser la zone. Donc on tourne par tour de garde entre les PAX, donc, par secteur. Donc notre peloton est le secteur sud. Et on va surveiller comme ça toute la nuit, toute la zone. Et pourquoi c'est important de surveiller ? La zone n'est pas sûre à 100%. Il y a des personnels et du matériel au milieu, la chaîne de commandement. Donc on ne va pas laisser tout ça sans surveillance. « 32. Tu appuies la progression de 34. 31. En sûreté arrière. Entre toi et moi, je serai au milieu du convoi. On aura juste derrière moi le génie, mort 11, correct. Et les facs derrière. Okay. Distance entre chaque véhicule, c'est 50 mètres minimum. On traverse un village, 34, tu rencontres, on resserre le dispositif. Au centre, bravo. À la disposition des chefs de route. Allez, 21, repos, au véhicule.
Une nouvelle journée démarre pour l'escadron d'aide à l'engagement qui continue ses missions de coopération avec les forces maliennes. Pendant leur patrouille, la base opérationnelle avancée et tous ses éléments logistiques se mettent en place sur une nouvelle zone. Une fois que la reconnaissance est faite, moi j'installe mon dispositif en fonction de la sensibilité de mes véhicules et de mon matériel. Donc là actuellement, on a en plein milieu du dispositif notre matériel sensible et ensuite j'organise autour la protection de ces véhicules en fonction des éléments que je commande. Moi, je suis disposé au milieu du dispositif avec mon véhicule de commandement. J'ai une vue d'ensemble et je peux prendre les décisions et déclencher les alertes quand il faut les déclencher. Pendant que les hommes vérifient leur matériel, le dispositif de dépannage et ses mécanos sont appelés pour intervenir sur des véhicules partis en patrouille. Mais le terrain va leur réserver quelques surprises. Le matériel souffre, mais avec une température qui dépasse les 40 degrés, ce sont surtout les hommes qui sont mis à rude épreuve. C'est une après-midi assez chaude, et beaucoup de distance à parcourir en véhicule et pas du tout de pistes ou de pistes goudronnées. Donc assez difficile, assez fatigant pour les pilotes, pour ceux qui sont à l'arrière des véhicules et qui sont bien secoués, quoi. Des moments pénibles, mais très vite récompensés. Quand on passe dans les villages, qu'on voit tous les enfants qui nous applaudissent ou qui font des signes, même tous les adultes qui nous font des signes ou qui nous applaudissent ou qui crient « Français, Français », on se dit que les mandats précédents ont fait du bon travail et que la population est contente de notre présence ici, quoi. La journée de patrouille s'achève. Retour à la base opérationnelle avancée, où l'heure est au ravitaillement en carburant, mais aussi en rations et en eau. On organise le ravitaillement en eau et en rations en fonction de la durée de l'opération. Donc là, on part avec une journée vivre par homme qui est composée d'une ration, de 12 litres d'eau par homme par jour et éventuellement de pain si vraiment il doit y avoir du pain. Des citernes d'eau sanitaire permettent aux soldats de se laver après une longue journée passée dans la poussière. Mais la douche attendra pour les mécanos qui doivent finir leur dernière réparation pour que tous les véhicules soient opérationnels pour les prochaines missions. Les actions de coopération civilo-militaire permettent de resserrer les liens entre les populations et les forces armées qui, pour se faire accepter, répondent aux besoins et aux demandes lancées par les chefs de village. Merci Barkhane, merci Fama, merci MINUSMA. Voilà, un de ces jours. Vous appelez même si vous avez un problème de crédit. Lors de ces actions, la lutte contre les groupes terroristes reste la priorité. Voilà, les clandestinement, vous pouvez appeler. On était très contents de les voir aujourd'hui et les élèves aussi, que je représente comme eux, sont très contents, très satisfaits de voir Barkhane et FASMA ensemble, avec une bonne collaboration et une bonne gestion pour l'avenir du Mali. Mission réussie pour l'opération Piana. Les hommes rentrent sur leur base de Gao pour un court moment de répit. Car dans la région, les combats avec les groupes terroristes se poursuivent. L'opération Barkhane ne fait que commencer. Une semaine très chargée. On n'a pas arrêté toutes les journées d'aller de village en village et de secteur en secteur pour tout contrôler la zone. Assez épuisant pour une bonne première semaine sous la chaleur et le sable. On a appris un peu comment naviguer dans ces zones désertiques, comment améliorer 2-3 petits trucs sur les véhicules et sur notre matériel. Petit à petit, on arrive bien à avancer, quoi. Hâte de repartir, mais après une bonne remise en condition du matériel et de nous-mêmes, une bonne douche et puis hâte de repartir. Ouais.